Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Médoc et Aymeric. Ça va? Ça va. Super. Je suis aussi en compagnie de François, alias Darkscreen. Darkscreen Games, c'est développeur de jeux et tu vas nous parler d'un jeu que tu es en train de développer qui s'appelle Bounty Battle, c'est ça? Merci d'être venu. On va aussi regarder la critique de Xenoblade Chronicles X et faire le jeu top de ce mois-ci. Dis donc, je te regarde Médoc là et je suis en train de penser, c'est un peu cher les Médoc, non? Du coup, je te propose de regarder un générique. Alors laissez-moi juste le temps de me remettre un petit peu de ce lancement calamiteux et juste après on va enchaîner avec un tour de l'actualité comme toutes les semaines et c'est toi Aymeric qui va commencer pour nous parler je pense de ce qui est posé en face de toi. Et ce qui est posé en face de moi c'est un Steam Controller, donc je montre à la caméra un petit peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Un pur moment de télévision. C'est ça alors, pour mon objet donc, de consommation d'aujourd'hui, donc le Steam Controller qui est une manette donc faite par Valve qui se met sur le marché du hardware, qui s'est mise sur le marché du hardware il y a quelques semaines de cela, donc moi je viens de le recevoir. Donc c'est une manette avec deux tracks, la particularité d'avoir deux trackpads, enfin deux pavés tactiles plutôt, donc un à droite, un à gauche, donc pas de deuxième joystick sur la droite. Effectivement. Et ça, c'est un petit peu bizarre en fait quand on l'a en main pour la première fois. Si tu veux le tester d'ailleurs. Merci. Quand on l'a en main pour la première fois. Déjà testé, bah oui, mais attends, ça en fait la télévision, donc on en voit un petit peu, tu vois. Et donc voilà, je veux juste donner mes premières impressions quant à cette manette. Mais dis-moi, Aymeric, je trouve ça très étrange. Ah bah oui, effectivement, c'est étrange. Donc c'est parce que nous, on a l'habitude depuis des années maintenant d'avoir un deuxième stick. Ouais. Et c'est donc la grande différence avec cette manette-là, c'est qu'on peut configurer en fait le trackpad, enfin le pavé tactile, pour en gros le faire émuler par exemple, soit un deuxième joystick justement, soit un pavé de souris, soit un trackball. Et donc c'est assez bizarre au début, mais finalement, on peut s'y faire. C'est quelque chose de différent. On peut pas voir le Steam Controller comme une manette qui pourrait remplacer telle quelle une manette de Xbox, une manette de PS4. C'est quelque chose de totalement différent. Il va falloir s'y faire. Il va falloir faire des mises à jour de manette. C'est un petit peu bizarre. Et voilà. Donc tout ça aussi pour dire que la manette, quand on l'a en main pour la première fois, c'est pas une super agréable sensation, je trouve. C'est vrai, ça fait un petit peu, un petit peu toc en fait. Je trouve un petit peu plastique. En fait, elle a le défaut de on entend beaucoup les bruits des boutons quand on touche. Et ça, je trouve ça assez cheap en 2015. Autre truc qui est un peu cheap, c'est qu'elle est livrée avec des piles et pas avec une batterie. Ouais. Donc ça, 2015, je trouve ça un peu bizarre. C'est un petit peu, ouais. Mais je vois une manière un port USB. C'est juste pour la connecter à l'ordi une première fois. Voilà. Après, il est pas dit que. Tu peux pas la charger par. Non, mais il est pas dit. Enfin, ils font sûrement des batteries ensuite qui pourront se connecter à l'intérieur. Mais de base, ne pas proposer de batterie, je trouve. Même quand la Wiimote est sortie, j'étais déçu qu'il y ait des piles à la place de batterie. Donc c'était déjà il y a longtemps. La Wiimote est sortie, beaucoup ont été déçus. Mais... Oui, pour d'autres raisons. Voilà, donc premier avis assez mitigé, mais finalement là, plus j'utilise, plus j'arrive à accrocher en fait. Ouais. Tu me disais que même si c'était un peu bizarre au début, il y avait pas mal de jeux qui proposaient en fait tu pouvais via Steam directement, tu pouvais voir des configurations type que des joueurs ont utilisées. Comme ça permet de s'y retrouver un peu. Comme c'est une manette un petit peu atypique, qu'on peut avoir des configurations différentes. Ce qui te propose, par exemple, moi j'ai testé avec un jeu au hasard, Life is Strange. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de reparler plus tard. Je ne sais pas. La caméra, je trouve que c'était un petit peu difficile de bouger parce qu'on n'a pas de deuxième stick et je trouve que la sensibilité était même au max, c'était beaucoup trop faible. Et donc il te propose sur Steam, via Steam, d'utiliser des configurations faites par d'autres joueurs. Et donc tu as le nombre de joueurs qui utilisent cette configuration-là. Donc tu vas prendre par exemple la plus populaire. Et effectivement, ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. Donc voilà, beaucoup de potentiel, mais une prise en main beaucoup moins accessible que moins globale. C'est assez nouveau ce qu'ils font. Il me semble que leur ambition, c'est un peu d'être polyvalent, tu vois, de pouvoir émuler entre guillemets une souris aussi bien qu'un stick. Et donc forcément, on n'est pas habitué à ça. Faut voir effectivement comment ça va être utilisé à l'avenir. C'est un peu dans leur grand plan de Steam Machine plus Steam Big Picture et tout ça. On va voir ce que ça va donner. Toi, c'est en tant que développeur indépendant, mais développeur quoi qu'il en soit, créateur de jeux peut-être plutôt. Est-ce que ces nouveaux périphériques comme ça, c'est quelque chose auquel tu dois forcément un peu t'intéresser, non? Tout à fait. De toute façon que je les teste, il va falloir voir comment que ça fonctionne avec mes productions. Et je suis pas très convaincu, mais je demande qu'à tester en fait, réellement. D'accord. Ça peut être, là peut-être pas, mais
tu peux imaginer que si on sort un nouveau périphérique qu'on n'avait pas attendu, ça pourrait, je veux dire, un simple périphérique pourrait te faire changer un développement de jeu en cours en disant non, il faut absolument que j'utilise ça, quitte à changer pas mal de choses. Pas en cours, parce que on réfléchit le jeu en amont, ça c'est pas possible. Mais par contre, ça peut me donner des idées pour des projets voilà, c'est ça. Comme par exemple la VR, ça peut me donner des idées, même si je fais que de la 2D. Oui. Alors la VR plus 2D, c'est compliqué. On en a parlé il y a quelques temps dans l'émission. Très bien, ok, donc c'est bon pour le Steam Controller. C'est tout pour toi, super. Je me tourne maintenant vers toi, Médoc, et tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est à moi de parler. Exactement. Cette semaine, je veux pas faire dans la longueur, parce que d'habitude, je parle, on parle, et puis ça n'en finit plus. Je vais parler de Bound. Ouais. Tu l'as dit comme Kanye West. Ouais, exactement. Et j'apprécie beaucoup. Il y a un teaser qui a été lâché. Je peux le dire comme R. Kelly. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Il y a un teaser qui a été lâché très récemment, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Donc Bound, c'est développé par Plastic Studios, voilà, des gens qui avaient fait Datura et Linger in the Shadows. Ouais, exact. Donc bon, pas ouf comme pédigré, mais les mecs ont l'air d'être à fond dans leur trip. Ils viennent de la démo scene, tu vois, de la scène démo. Donc peut-être que ça peut expliquer un certain nombre de choses. Bref, dans le teaser, ça explique pour Linger in Shadows en tous les cas, qui était clairement inspiré de ça. Ouais. Voilà. Et tu peux éventuellement le deviner quand tu regardes le teaser de Bound. Dans ce teaser, on comprend pas vraiment de quoi il va s'agir. Ouais. Ok. On voit juste une meuf qui danse avec un délire de ruban façon GRS. Ok. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois. Sur le PlayStation Blog, en revanche, t'as Michal Stanisevski, le directeur de Plastic Studio, qui donne un peu plus de billes sur son jeu à venir. Mais bon, comme tu vas le voir, voilà les billes. D'après lui, Bound est un jeu de plateforme en 3D dans lequel il y aura une emphase sur la narration et qui te racontera une histoire un petit peu adulte. Ça sera aussi un puzzle massif qui ne pourra être résolu que par une communauté de joueurs bossant ensemble, de concert. Ouais. Donc, on dirait un projet de Peter Molineux pour l'instant. C'est la réflexion que j'allais faire. Donc voilà, quand t'entends ça et que tu vois le teaser et que t'aimes bien un petit peu les projets arty, tu vois, moi j'aime bien ça. Voilà, t'es au minimum intrigué. Moi j'aime bien tout ce qui est arty. J'aime bien quand je vois une œuvre. J'aime bien pouvoir dire, je pense que l'auteur, il a essayé. T'aimes bien te la péter en galerie, en fait. Voilà. Signifier la mais ça doit être plus pour le côté vernissage. Oui. Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté-là. Côté artistique, justement, on nous dit que si on aime le néoplasticisme, le concrétisme ou le suprématisme, on devrait être intéressé par ce qu'ils vont proposer. D'accord. Il me semble que tu sors d'une école d'art, c'est des beaux-arts. Ouais. Donc est-ce que c'est des termes qui te parlent? Moi, ça me parle, mais ça m'intéresse pas en fait. D'accord. Ok. Donc a priori pas très emballé par les beaux-arts, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. On en reparlera plus en détail tout à l'heure de toute façon. Juste toujours sur le PlayStation Blog, on apprend qu'on incarnera donc une ballerine. Ouais. Voilà, donc ça c'est bien. Le jeu est développé donc par Plastic Studio en collaboration avec Santa Monica Studio. Ouais. C'est exclusif à la PS4. Par contre, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. Peut-être qu'on en saura plus à l'occasion de la PlayStation Experience qui se déroule ce week-end, si je ne me trompe pas. Exactement. Très bien. Je vais préciser avant de passer à mon actu à moi que je sais très bien que R. Kelly dit bounce et pas bound. C'était le principe. Je ne tolérerai pas qu'on dise de m'octroyer un petit peu l'actu star, c'est-à-dire celle qui a droit à son trailer. Avant, je l'avais pas trop fait jusqu'ici et je me suis dit non mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, alors on regarde un trailer et c'est celui de Psychonauts 2. General, we've located the base where they're holding the hostages, sir. Excellent. Mobilize the ground troops we have on standby. Sir, the base is on an island, 30 miles offshore. Then you better get the Admiral on the phone. The surrounding waters are heavily mined for miles, sir. Then send in the Air Force. Sir, the airspace around the island is patrolled by dirty bomb drones, which are telepathically controlled by a comatose young girl who believes she is herding a flock of sheep, sir! Then send in the Psychonauts.
Voilà, donc Psychonauts 2, dont on a pu voir le premier teaser à l'occasion des Video Games Awards, qui sont déroulés pour nous là la nuit dernière, et qui du coup datent de un jour ou deux à la première diffusion de cette émission. Donc c'est évidemment la suite du premier Psychonauts, développé par Double Fine, donc c'est-à-dire Tim Schafer, qui pour ce jeu-là, comme pour son précédent, c'est-à-dire Broken Age, a lancé une campagne de financement participatif sur Fig. Et donc, il demande 3,3 millions de dollars, c'est-à-dire ce qu'il avait récolté pour Broken Age. Voilà. Alors, moi, je suis plutôt content d'apprendre ça, parce que le premier Psychonauts, c'était très sympa. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était le principe, en gros, c'était de contrôler ce personnage, Raz, c'était un diminutif de Rasputin, il s'appelait comme ça, qui pouvait un peu voyager, c'était son métier, il voulait intégrer une brigade qui voyageait dans la psyché des gens. Donc ça donnait un jeu d'exploration un peu plateforme, un peu puzzle, mais dans des décors complètement barrés en fait, quoi, parce que c'est la psyché des gens, donc ça évolue, déjà c'est barré de base, et ça évolue en fonction de leur humeur, entre guillemets. Et ouais, voir une suite à ça, moi je suis plutôt content. Maintenant, bon, ça pose forcément la question de Tim Schafer qui repasse par la case financement participatif. On se souvient que c'est lui quand même qui avait presque fait exploser le financement participatif appliqué aux jeux vidéo. Kickstarter existait avant lui et marchait déjà d'une certaine manière avant lui. Mais avec Broken Age, c'est quand même c'est le premier, je crois que c'est le premier gros succès jeu vidéo, et surtout par un ancien de l'industrie. C'est-à-dire quelqu'un qui jusqu'ici sortait ses jeux avec des éditeurs, n'avait pas forcément d'énormes problèmes à le faire, et du coup arrive maintenant en disant bah non, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des joueurs. Donc peut-être que c'est un nouveau modèle économique dont il ne peut plus se passer maintenant, je sais pas, mais on peut se dire que le type a une certaine notoriété qui pourrait quand même trouver un éditeur derrière. C'est fixe, étonnant. Je veux dire. Ouais, c'est étonnant. C'est peut-être un choix aussi, tout simplement. Peut-être il trouve vraiment plus de liberté. On sait que ça peut apporter des problèmes aussi. Broken Age avait été pas mal repoussé. La deuxième partie avait déçu pas mal de joueurs. Tout ça. Bon. Là, ce jeu-là, le Psychonauts 2 est annoncé pour 2018. Donc c'est pas tout près non plus. C'est se donner quand même une certaine garantie. C'est à peu près au moins 2 bonnes années de développement, si ce n'est 3. Bon, ça me paraît plutôt plausible comme fenêtre de sortie. Voilà, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Et j'espère aussi pour Tim Schafer que c'est un choix, le fait de repasser par le financement participatif, et que c'est pas les éditeurs qui lui ferment tous la porte au nez, alors que bon, enfin, quand t'as fait ce qu'il a fait, quand même, tu devrais pouvoir trouver des éditeurs sans trop de soucis, normalement. Avec un nom comme ça. Autant pour le premier, pour Broken Age, quand il a fait. Là, bah, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, depuis, évidemment que les éditeurs ont réentendu parler de lui. Il arrive, il se pointe avec Psychonauts, en plus, qui est quelque chose de plutôt connu. C'est une licence qui existe déjà. Alors, plutôt connu. Ça avait marché, ça avait pas fait un carton. Ça avait pas fait un carton, mais c'était quelque chose, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Tu sais qu'il y a une équipe, tu sais qu'il y a des idées, tu sais qu'il y a un projet. Ouais. Donc, t'es un éditeur, a priori, je vois pas 1000 raisons de lui dire non, dégage. Mais voilà, bon. donc c'est sûrement un choix de sa part. On va voir ce que ça va donner. Et en parlant de choses dont on va voir ce que ça va donner, on va voir tout de suite ce que va donner le jeu top. Mais je te propose avant de regarder un bumper du jeu top, histoire d'écouter un petit peu de 2080. « 949 votants, c'est le nombre de votants comme son nom l'indique finalement, qu'on a eu ce mois-ci pour le jeu top. C'est peu. C'est trop peu. C'est trop peu. On comprend plus parce qu'on vous a prévenu. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Hein, chacun a un quotidien à gérer. Maintenant, voilà, on pourra pas s'empêcher d'éprouver un petit peu de déception. C'est ça. On s'en fout. C'est dans une ambiance un petit peu amère. Un petit peu amère, un petit peu salée. Voilà, déprimante. Voilà. Essaye de vraiment garder le seum. Je vais lancer le jeu top staff avec un petit peu de seum dedans. Juste avant,
Mais vite fait, tu vois, parce qu'on est un peu déçus. Bon, le jeu top, c'est... Ah oui. Voilà, vous pouvez voter pour vos jeux préférés. Hein, Voilà. faites-le si vous voulez pas, qu'est-ce que vous voulez. Non, ce sera bien de voter. C'est chouette quand même de voter pour le jeu top. Donc c'est évidemment le jeu top. On vous propose de voter pour vos jeux préférés. Critiqués sur la chaîne ces 6 derniers mois. ça. Nous, on fait pareil du côté du staff de No Life. Et ensuite, on compare. Ouais, on compare ou simplement on commente. On commente, c'est vrai. Et donc, on va commenter là Le top. jeu top staff. Le staff de No Life. On regarde ça tout de suite. Let me tell you a story. À défaut d'en truster les premières marches, The Witcher 3 ouvre ce jeu top en squattant les 4e et 5e places des votes du staff de No Life. On trouve donc le DLC Hearts of Stone qui fait une entrée à la 5e position, tandis que Wild Hunt, le jeu de base, perd une place pour se retrouver 4e. D'un air sûrement amusé, et peut-être vaguement dédaigneux, Overwatch contemple cette entente fraternelle du haut de sa 3e position, qu'il s'est directement octroyée à l'occasion de son entrée dans le top. Belle performance, mais peut-être pas autant que celle de Downwell, qui quand son personnage passe son temps à tomber, préfère de son côté gravir les échelons 3 par 3 pour atteindre la 2e place. Life is Strange, de son côté, gagne également 3 points dans la bourse de nos cœurs et peut profiter d'une première place entièrement méritée et bien synchronisée avec sa sortie prochaine en version boîte, selon notre témoin Aurélien L. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements C'est vrai. en termes d'entrée et de sortie dans le top 5. Ouais. Mais 2 entrées quand même. pardon, Quand même eu 2 entrées sur 5, c'est pas mal. 2 entrées. Ouais. Ah mais alors, j'ai vraiment du mal à Quand il y a lire un les... E, ça veut dire entrée. Ah d'accord, ok. Tout simplement. Putain, ok, d'accord. 2015 décembre. Ouais, D'accord, non, donc, finalement, votez pas si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, mais c'est pas clair. Je suis désolé. Donc ouais, donc quelques changements dans le top staff. Donc bon, très bien, Life is Strange. Bon, on est manifestement nombreux à l'avoir kiffé Ouais. à la rédac, et bon, c'est pas étonnant parce que j'imagine qu'on est pas les Il y, seuls. a une sorte de lobby gouverné, dirigé par Aurélien Louvet. C'est ça. On ne citera Le pas. Louvet, le histoire Louveteau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, ça fait quand même plaisir de voir The Witcher 3, Wild Hunt et Hearts of Stone. son extension Hearts of Stone dans le top 5. Écoutez, ne jugez pas. Non. Voilà, parce que c'est tout à fait normal. Je sais pas. Moi, je me pose la question de ces extensions. Mais je me la poserai pas longtemps parce que bientôt le DLC de Bloodborne qui va permettre. Mais tu vois, en fait, Bloodborne est sorti du top et le DLC va permettre de continuer à le voir dedans. Ouais. Là, on voit les deux en même temps. Ouais, c'est un peu de la triche. Non, c'est pas de la triche. C'est pas de la triche. Je te laisserai pas dire ça. Ok. D'accord. Très bien. Non, mais par contre, on voit Juste, que. pardon, ouais, dis-moi. juste en parlant de lobby, je vois qu'il y a un E devant le 3e. Vous n'avez pas parlé de Overwatch, Non, mais effectivement. c'est mais parce qu'on voilà. comptait en Juste parler voilà. tout à l'heure. Ok. Petite entrée d'Overwatch. Petit lobby aussi. Petit Merci. lobby d'Overwatch. Mais lobby important quand même. Lobby important qui prend de l'ampleur. Ouais, Qui prend tout de à fait, l'ampleur tout à petit fait. à petit. Et Downwell, moi je suis content de voir Downwell aussi haut. Parce que c'est très sympa comme jeu. J'ai adoré ce jeu. Je te vois hocher la tête. Tu as pu le tester? Ouais, j'ai acheté, j'ai Ouais. adoré. C'est sympa, ouais. C'est très, Ouais, très sympa. c'est addictif. Ouais, Mais c'est il ça. tire avec ses pompes, quoi. Donc, Mais déjà, de base. Le précédent jeu qui avait fait ça, c'était Bayonetta. Ouais, voilà. Pour l'instant, deux jeux dans lesquels les personnages tirent avec leurs pompes de succès. C'est voilà, peut-être donc, un secret. Pense-y peut-être pour Bounty ouais. Battle. C'est peut-être aussi simple que ça, le jeu vidéo, finalement. Île volante aussi, si possible. Et il y en a dans Bounty Battle. Donc, ça commence bien. On va, oui, d'accord. On va jeter un œil au jeu top spectateur, cette Ouais, fois-ci, bien sûr. pour voir comment ça se positionne. Parce que les grands esprits se rencontrent, et parce que vous êtes les meilleurs surtout, vous avez vous aussi accordé la 5e place à Hearts of Stone, qui, si vous avez bien suivi, est donc une extension de The Witcher 3. Splatoon conserve de son côté sa 4e position, sûrement en partie grâce aux mises à jour régulières qui viennent encore aujourd'hui relancer son intérêt. À la 3e marche de votre podium, on trouve Super Mario Maker, qui multiplie toujours les efforts pour nous permettre de chercher des niveaux plus efficacement. Placé en 2e position, The Witcher 3 réalise de son côté le doublé, ou la doublette comme on dit, pour vous aussi. Tandis que Life is Strange impose définitivement sa suprématie en trouvant sans difficulté la première place de votre top. Ça doit être parce que les grands esprits se rencontrent, parce que vous êtes les meilleurs, et parce qu'on aime bien réutiliser des bouts de phrases. Alors, si tu dis beaucoup de changements, là, je ne comprends plus du tout. Alors,
Il y a pas Overwatch, hein. Il y a pas, Ouais, Il c'est y a pas bizarre. Overwatch dedans. Bon, écoute, Je c'est sais pas pourquoi, grave. c'est parce que on en parlait un petit peu avant, c'est une bêta, les gens n'ont peut-être pas eu l'occasion de le Effectivement. tester. Non mais Donc bien ça sûr. change Ouais, beaucoup de choses. C'est vraiment pour ça parce que c'est une bêta fermée, enfin Bien fermé en plus. ouais, qui n'est pas accessible à tout le monde. Par exemple, ça t'intéresse Overwatch ou pas déjà de base? J'aime beaucoup les jeux Blizzard, Ouais. mais j'ai pas. Je me suis arrêté à Diablo 3 là, ça me suffit pour l'instant. D'accord. J'ai Ok. ma dose. Ouais, ok. Donc t'as même pas essayé d'avoir Non, l'accès à j'ai la pas bêta, essayé d'avoir ouais. accès. Parce que c'était pas évident. Enfin, on a vu beaucoup. Évidemment, il y avait énormément de demandes et donc peu d'élus au final. Donc oui, c'est évidemment pour ça que Overwatch n'est pas là. Sinon, il serait bien sûr très haut. Aymeric, je te Oui, rassure. mais attends de je voir sais pas, février. j'espère. Attends de voir février parce qu'il va arriver Ouais. dans le classement aussi. En attendant, les gars, on a une fois encore The Witcher 3, hein, l'extension et le jeu qui est dans le top 5. Donc, c'est que toi, Il y a c'est quelque chose. Il y a quelque chose. Et à chaque fois, on voit que le jeu est préféré à l'extension quand même. Ouais. Mais non, mais c'est plutôt normal. rassurant. C'est plutôt normal. Donc voilà, et Life is Strange, donc qui Première place en commun. Première place. On Donc, est d'accord ouais. là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ça a marqué Juste, les gens, très bien. Quand même, grosse déception de ne pas voir Undertale dans ces deux tops. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de comprends temps pour. C'est pas mon problème. Vraiment, mais c'est pas mon problème. Ouais, J'ai le droit je d'être comme ça. aigri. Bah si. Mais justement, on va parler Vas-y. peut-être éventuellement des nouvelles Des entrées. nouvelles entrées dans le top. Des nouvelles entrées, parce que ton Qui sont Undertale, pas- ouais. il est 27ème. Il est 27ème, c'est vrai, il va faire petit à petit, j'espère vraiment qu'il va monter Voilà, petit à tu petit. vois. Ce sera ma nouvelle coqueluche hein, maintenant D'accord. que Bloodborne est sorti, c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans le top évidemment. C'est une maladie aussi, à Coqueluche. C'est une maladie. Oui, aussi. Mais c'est aussi quelque chose que t'aimes bien. Bon, bah, La d'accord, coqueluche on va essayer de de- faire quelque chose avec ça. Ouais. Bah, dis-toi que Undertale, il fait mieux que Halo 5 Guardians, qui est 32ème. Ouais. Et il fait mieux que Star Wars Battlefront, qui est 33ème. Ouais. Et aussi que, Guitar Hero Live, qui est 39ème. c'est vrai. Donc, tu vois, par contre, il fait moins bien que Assassin's Creed Syndicate, 21ème. Rise of the Tomb Raider, 18ème. Ouais. The Binding of Isaac Afterbirth, 14ème. Et enfin, Fallout 4, c'est une entrée dans le, enfin, il vient juste, pour c'est la une première fois, il est entrée, votable. Et il est 12ème. Donc, En fait, ils sont voilà. tous votables pour la première fois là, c'est les nouvelles entrées. C'est on va- ce qui a marqué. Bah c'est ce ouais, qui a ouais, marqué, on va se mettre au point hein, d'ici le mois prochain. On vous promet une petite mise au point sur le jeu top. Donc oui, c'était les nouvelles entrées. Fallout 4, pas une entrée fracassante d'ailleurs, 12e, parce que lui, il avait eu le temps un peu d'être voté. Bon, ça ne m'étonne pas énormément. On a vu la critique, je suis pas très emballé par ce jeu. Voilà, moi personnellement, pour moi, l'enjeu des prochains jeux top, ce sera de faire monter Undertale. Voilà, ce sera mon nouveau. Je vous ai tous emmerdé avec Bloodborne. Maintenant, ce sera avec Undertale. Vous êtes prévenus. Ce ne sera peut-être pas en revanche. Spoil, avec Xenoblade Chronicles X, dont on regarde la critique tout de suite. Entre Takahashi Tetsuya et les robots, il y a comme une longue histoire d'amour vache entamée en 1998 avec Xenogears. Si on se souvient volontiers de ce RPG culte de l'âge d'or de Squaresoft pour son scénario et son univers hallucinant d'ambition, on le retiendra aussi pour son fameux deuxième CD quasiment dénué de toute forme de jeu en raison d'un développement qui devait bien se boucler un jour. Un peu plus tard, c'est l'hexalogie Xenosaga sur PlayStation 2 qui dut finalement se contenter d'une trilogie, toujours pour les mêmes raisons mêlées de temps et d'argent. Et dans chaque épisode de ces Xeno, comme dans Xenoblade sur Wii en 2010, Takahashi a traîné tout son bagage philosophique et théologique, derrière lequel se cachait sûrement l'ambition beaucoup plus enfantine de faire cohabiter humains et robots dans un grand jeu vidéo space opéra. Nouvelle console encore, et nouvel essai, avec Xenoblade Chronicles X qui a choisi la Wii U pour redonner vie à la vision d'un créateur monomaniaque. Si l'on reprend évidemment le nom, Xenoblade Chronicles X n'a en réalité pas grand chose à voir avec le premier Xenoblade. Pas d'histoire de colosses anciens et figés sur lesquels se sont développés des mondes entiers ici, mais plutôt celle d'une humanité en fuite après que la Terre a été prise entre les tirs croisés de deux civilisations aliens en conflit. Échoués sur la planète Mira, les derniers représentants de la race humaine ont trouvé un refuge précaire dans la cité baptisée New Los Angeles, embarqués dans la seule arche de secours qui a réussi à fuir le champ de bataille et aujourd'hui perdu au milieu d'un monde hostile. Il s'agit donc pour les survivants de se familiariser avec cette nouvelle planète, pas tant dans le but de la coloniser que d'y survivre, et en paix si possible.
C'est dans ce but qu'ont été créées l'organisation du Blade et ses 8 divisions, dont les tâches vont de la reconnaissance à l'armement, en passant par la médiation, la chasse, la récolte ou la recherche. Extirpé au début du jeu d'un pod d'évacuation par une des membres du Blade, le personnage principal va vite être amené à intégrer l'une de ces divisions pour travailler à la reconstruction de l'humanité. Et ça va évidemment s'avérer plus compliqué que prévu quand un autre peuple va s'inviter sur Mira avec la nette ambition d'y éradiquer tous les terriens. Pas vraiment original, ce pitch a le mérite de nous placer aux commandes d'un personnage complètement dépassé par les événements et la tâche qui lui est confiée. Il n'est pas question ici de guerrier de la légende ou d'enfant du destin, mais bien d'un être assez insignifiant qui œuvre aux côtés d'autres êtres insignifiants dont la seule valeur se cache dans le nombre. Et ce nouveau Xenoblade tient à ce point de vue assez tranché. Si l'on y vivra quand même une aventure assez particulière et hors du commun, on nous y rappellera la plupart du temps qu'au besoin, la reconstruction du genre humain se passera très bien de nous. C'est à double tranchant, car tout en appréciant le caractère pour le coup assez inhabituel de ce postulat, on pourra aussi regretter le flou qu'il jette sur les enjeux du joueur et de son avatar. Un flou renforcé par une narration assez erratique qui passe par 12 missions principales obligatoires, mais aussi et surtout par quelques quêtes annexes plus ou moins planquées sous des centaines de semblables et plus ou moins engageantes à première vue. Mais même ces bribes d'histoire laborieusement recollées bout à bout ne sauraient de toute façon masquer l'enjeu principal de Xenoblade Chronicles X, qui reste l'exploration. On parle d'enjeu principal, mais c'est en réalité bien plus que ça. L'exploration est le leitmotiv de Xenoblade Chronicles X. C'est son moyen, son but, son essence, sa finalité, bref, c'est son dada. Les 5 grands continents de Mira, dont 4 sont théoriquement mais difficilement accessibles dès le début du jeu, ne demandent qu'à être fouillés dans leurs moindres recoins. Ils devront l'être de toute façon, pour progresser dans l'aventure principale. Et pas nécessairement parce qu'on devra y atteindre différents points précis, mais plutôt parce que, pour débloquer l'accès aux missions de scénario, il faudra en avoir exploré un certain pourcentage. C'est-à-dire que l'exploration est ici impérative. Elle peut évidemment découler d'une envie de la part du joueur, qui est sans cesse invité à aller voir ce qui se passe à l'autre bout de l'écran grâce à un level design assez futé et un univers très séduisant, mais elle est aussi et surtout imposée. Et c'est tout le problème du jeu, qui alignait à peu près tout ce qu'il fallait pour qu'on ait envie de s'y balader, mais qui a quand même cru bon de nous y forcer pour être sûr qu'on y joue comme il l'entend. Parce que Xenoblade Chronicles X veut nous faire voyager. Il tient à nous donner un sentiment de liberté rarement égalé dans le RPG, et tient absolument à ce qu'on le comprenne. C'est pour ça qu'il a pris des allures de MMO solo, avec tout ce que ça implique en termes de grandes étendues et de quêtes par milliers. Des quêtes généralement assez anecdotiques que l'on remplira sans trop y faire attention, en se frayant souvent un chemin entre de très nombreuses créatures beaucoup trop puissantes et parfois hostiles. Celles-là, on tâchera de les éviter dans un premier temps, en ne comprenant pas toujours pourquoi l'une d'entre elles nous a repérés à 200 mètres, alors que l'autre a l'air de se foutre totalement qu'on se balade sous son nez malgré son icône rouge évocatrice. Les autres créatures, celles qui sont accessibles, on les combattra à l'aide d'un système qui reprend presque à l'identique celui du premier Xenoblade. Il se propose donc de gérer tout seul les attaques de base pour nous laisser nous concentrer sur l'utilisation des arts, en veillant à les déclencher au bon moment et au bon endroit, puisque la plupart d'entre eux sont plus efficaces quand ils frappent le flanc ou le dos d'un ennemi. Rien de tout à fait passionnant de ce côté-là, mais ça fait le boulot. On aurait toutefois apprécié un peu plus de contrôle sur les HP des différents membres de l'équipe, qu'on ne peut soigner quasiment qu'avec un système de QTE semi-aléatoire. Ce n'est pas dramatique, mais ça enlève quand même une bonne part de stratégie aux affrontements, dont le résultat des plus serrés semble parfois devoir autant à la chance qu'aux bonnes décisions. Mais on s'y fait, puisque dans le pire des cas, c'est-à-dire une défaite, on sera de toute façon renvoyé au dernier checkpoint visité sans aucune espèce de malus. On aura simplement perdu un peu de temps. Un temps qui reste tout de même précieux, puisque c'est la principale unité de mesure de Chronicles X. Ses envies d'espace et sa formule empruntée au MMORPG, le jeu les concrétise aussi en se diluant énormément. Chaque action, chaque combat, chaque dialogue y prendra systématiquement un peu plus de temps que nécessaire, comme pour mieux afficher un temps de jeu ahurissant en fin de partie. L'accès aux scales, par exemple, ces fameux robots dont Takahashi est si friand, ne se fera pas avant une bonne vingtaine d'heures. Et il faudra en employer une autre vingtaine au bas mot pour leur donner la possibilité de voler et ainsi changer totalement la manière d'appréhender le monde du jeu. C'est évidemment intentionnel, et pas bête du tout, puisque ça nous pousse à apprivoiser longuement une surface de jeu pour mieux tout redécouvrir ensuite, et puis c'est une très belle carotte à poursuivre. Mais encore faut-il avoir envie de la poursuivre, justement. Car Xenoblade Chronicles X, non content d'être potentiellement décourageant par sa seule taille, est aussi très difficile d'accès pour rien.
C'est-à-dire qu'il n'est pas complexe, ni vraiment très profond. Le plaisir qu'il propose est avant tout un plaisir de surface, puisqu'il touche à l'exploration et à la découverte. Mais il est pourtant très difficile d'accès. Parce qu'il s'explique assez mal et de manière beaucoup trop saccadée d'une part, et surtout parce qu'il accumule les fautes lourdes d'ergonomie. Les exemples sont malheureusement très nombreux, mais trouvent une image probante dans la ville de New Los Angeles. Très grande, elle n'aligne pourtant qu'une poignée d'éléments utiles. Le reste n'est que du vide, habillé soit dit en passant par une musique absolument dégueulasse. Il faudra pourtant la fouiller cette ville, ne serait-ce que pour intégrer dans son équipe les combattants précédemment recrutés. Car non, on ne peut pas gérer ça par un menu. Il faut retrouver soi-même ses coéquipiers en ville pour les utiliser en combat. Et ça n'empêche pas les menus d'être incroyablement complexes. Parce qu'ils nous demandent de gérer, ne serait-ce que pour le personnage principal, une classe, une division, de nombreuses pièces d'équipement et les améliorations qui vont avec, du fuel pour les scales, 2 types de monnaies différentes, des arts, des capacités, des points d'escouade, d'expérience et de combat. On pourrait y voir une richesse incroyable, mais tous ces éléments ont chacun une influence trop maigre sur le reste pour valoir vraiment le coup d'y consacrer autant de temps. On est constamment noyé sous un flot continu de chiffres et d'informations, alors que tout aurait pu être résumé beaucoup plus simplement sans nuire à la profondeur du jeu. Et en parallèle, on passe donc son temps à y faire des choses simples de manière beaucoup trop compliquée. C'est évidemment très dommage, car Xenoblade Chronicles X était déjà bien assez intimidant par nature pour se payer le luxe supplémentaire d'être aussi rugueux. Aussi radicaux qu'ils puissent être, il est important d'admettre que les choix de game design de Chronicles X sont précisément des choix. Son caractère très dilué et son exploration comme finalité et comme nécessité sont les reflets d'une vision. Et il n'y a évidemment aucun mal à vouloir concrétiser une vision, c'est même plutôt courageux et sûrement nécessaire. En plus d'être presque touchant en l'occurrence, puisque cette vision n'a sûrement jamais été aussi proche d'un certain idéal de Takahashi. Et puis, que ça soit clair, pour quiconque s'y attellera de la bonne manière, c'est-à-dire avec du temps et de la bonne volonté, Xenoblade Chronicles X aura toutes les chances d'être merveilleux. Son univers, ses scales, sa taille et son contenu vertigineux peuvent suffire à en faire l'expérience d'une vie. Le problème, au-delà donc de son ergonomie complètement aberrante qui le dessert beaucoup, c'est la psychorigidité avec laquelle le jeu applique cette vision. Pour pouvoir l'apprécier, il faut impérativement venir y chercher de l'exploration. Il faut impérativement être prêt à lui consacrer de très nombreuses heures étalées sur des semaines voire des mois. Il faut impérativement aimer y flâner sans but véritable. Chronicles X veut nous faire goûter à l'évasion et à la liberté. Mais pour y parvenir, il a une méthode tout à fait radicale et personnelle à laquelle il veille qu'on obéisse quitte à nous y forcer. Et ce qui devrait être affaire d'envie et de plaisir devient alors une contrainte, imposée par un jeu qui, sous ses immenses étendues sauvages et son ode à la liberté, cache une certaine forme de tyrannie. Is that it? Hope I didn't get in the way. Voilà, donc Xenoblade Chronicles X, un jeu chelou. Un jeu chelou, c'est assez étonnant ce jeu-là. Je sais pas si je l'ai bien dit dans la critique, c'était assez dur, j'avais plein de trucs complètement dans tous les sens à dire sur ce jeu, qui fait des trucs très bien mais qui fait d'autres trucs très mal aussi je trouve, et qui a surtout, c'est ce que je disais un peu dans le FAQ, voilà, une vision mais très précise qui fait que si tu t'attaques pas au jeu pour les bonnes raisons, enfin pour les raisons que lui estime bonnes, le jeu, bah t'as très peu de chances d'apprécier, et ça c'est dommage je trouve, c'est dommage. Bon. C'est comme ça. En tout cas, j'avais vachement préféré le premier Xenoblade sur Wii. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je me tourne maintenant vers toi, François, parce qu'il est enfin temps de parler de Bounty Battle. C'est pour ça que tu es venu. Merci encore d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Mais de rien. Donc, on va parler de Bounty Battle, le jeu que tu es en train de développer. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter vite fait, nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton background? On a parlé, par exemple, des Beaux-Arts tout à l'heure. Donc, je m'appelle François Dorelli. Ouais. Je suis le créateur de Darkskin Games. Je travaille maintenant en tant que freelance et aussi en tant que créateur depuis 2008, je crois. J'ai commencé... Quand tu dis freelance créateur, c'est dans le graphisme ou pas du tout? C'est-à-dire que je suis freelance graphiste, infographiste. Et à côté, justement, j'essaye de créer des jeux vidéo en tant qu'indé avec un programmeur à chaque fois sur chaque projet.
D'accord. Qui est toujours le même ou ça change? Non, justement, ça change. J'en ai que 2. Donc, D'accord. le premier, j'ai eu des problèmes, mais bon, les choses sont pas passées comme il fallait. Et le deuxième, je suis en train de travailler en ce moment avec lui sur Bounty Battle, entre autres. Ok. Le jeu vidéo, c'est quelque chose faire du jeu vidéo, je veux dire, c'est quelque chose qui t'a attiré très tôt ou pas spécialement, c'est venu Depuis que j'ai eu ma NES. Depuis que t'as eu ta NES, d'accord. Voilà, avec Tortue Ninja, le pire jeu du monde, mais c'était... Ah, c'est Tortue Ninja qui t'a donné envie de faire des jeux vidéo? C'est horrible, hein, ouais. Je sais. Tu joues, tu te dis, non, je veux faire. C'était la pub qui m'avait donné envie de jouer au jeu, mais après, bon, heureusement, j'ai eu d'autres jeux parce que c'est une petite catastrophe. Et donc, par contre, envie de faire des jeux vidéo, mais tu ne t'es pas dirigé vers une formation, en tous les cas, de développeur ou de programmeur. Non, de programmeur sûrement pas, non, vu que moi je suis graphiste. Mais à l'époque, il n'y a pas vraiment d'école qui font du jeu vidéo. Maintenant, il y en a. Heureusement, pléthore, oui, il y en a vraiment partout, et c'est très bien, oui. Et du coup, moi j'ai dû faire les beaux-arts, parce que je m'intéressais à ça et je me destinais à faire totalement autre chose aussi. D'accord. Plus vers la sérigraphie, des choses un peu plus artistiques. Mais j'ai toujours été attiré par le multimédia, quoi. D'accord. Avoir quelque chose qui bouge devant mes yeux, des trucs qui réagissent au bouton, enfin voilà quoi. Des sensations. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que du coup, donc il y avait cette envie qui traînait depuis un certain temps, mais tu dis que tu te destinais à autre chose. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit après les Beaux-Arts, tout ça, tu te dis non, là peut-être que c'est un moment. Maintenant il est temps que j'essaye, que je me lance. Le Xbox Live Arcade. Ouais. Voilà. Voir les gens qui publient sur l'XNA et quelques indés qui arrivent à avoir des belles success stories, la Team Meat etc. Il y en a pas mal déjà maintenant, qui ont d'ailleurs la plupart sont passés dans le film Minigame the Movie. Oui. Voilà, donc ça leur a fait une belle publicité. Ouais. Ça remonte donc à c'est 2007-2008 en gros, voilà, ces ça. années-là. L'âge d'or de l'indie sur console. Sur Xbox. C'était Xbox sur Microsoft. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'imaginais pas que Sony pourrait faire quelque chose de correct. Ce qu'ils font aujourd'hui. Finalement. Voilà, et moi je préférais je préfère le côté ce que fait Sony en ce moment. Microsoft, ça me plaît pas trop. Ouais, on en avait parlé avec le directeur du programme ID à Xbox, qui effectivement regrettait cette espèce de temps passé où la Xbox était pionnier, où Xbox était pionnier dans ce domaine-là, et qui disait qu'il faisait des efforts pour que ça revienne comme ça. Donc voilà, c'est le Xbox Live, ce phénomène de l'indie sur console qui te dit il est temps que je me lance, que j'essaye. Et aussi l'ouverture des médiums aussi, je veux dire, il y a Flash qui a permis de faire beaucoup de choses. Maintenant c'est passé de mode et même c'est has-been. La technologie va complètement devenir obsolète. Donc maintenant on a des outils comme Unity et j'en passe qui permettent vraiment de faire ce qu'on veut en tant qu'indé. Si on se retrousse un peu les manches en fait. D'accord. Et donc toi le game design, c'est quelque chose qui du coup était nouveau quand tu t'y es mis, j'imagine. Tu t'y pensais quand même avant de t'y mettre vraiment? T'avais des petites idées que tu notais tout ça, ou c'est vraiment à un moment donné tu t'es dit je vais essayer de faire un jeu et là pour la première fois il faut commencer à penser à du game design? En fait j'ai travaillé aussi en tant que freelance dans des boîtes de jeux vidéo. D'accord. Okay. Donc j'ai pu voir ce qui ne fonctionnait surtout pas. Donc, tu peux donner des exemples de ces boîtes dans lesquelles tu as bossé ou c'est compliqué? C'est compliqué. Honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que le passif est devenu assez désagréable. D'accord. Mais moi, ça m'a permis de comprendre que on fait pas ce qu'on veut, clairement, et qu'il faut d'abord se faire plaisir à soi-même aussi. Je pense que si je m'amuse quand je crée un jeu et quand j'y joue, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre soit dans ce cas-là, un jour ou l'autre. Ok, donc t'as eu plusieurs projets dont on parlera un peu plus tard pour le coup, parce que t'es quand même là pour parler de Bounty Battle, et tu vas nous en parler plus en détail juste après, mais avant on va regarder un petit teaser que t'as préparé pour le jeu. On regarde ça tout de suite.
Alors c'est un teaser dans lequel on ne voit pas vraiment le jeu, donc il va falloir que tu nous le présentes un petit peu. Qu'est-ce que c'est Bounty Battle? Un Bounty Battle, c'est un jeu de combat multijoueur, c'est-à-dire qu'il peut jouer jusqu'à 4, même si à la base on avait prévu 6 joueurs, mais c'était un gros bordel, un vrai gros bordel, surtout avec les mignonnes. Donc le principe, c'est que ce n'est pas un brawler, ce n'est pas un clone de Smash Bros. On a des barres de vie, des barres d'énergie, il va falloir faire donc de la gestion de... On voit quelques images là qui tournent actuellement. Voilà, de la gestion de la gestion de ressources. Voilà, de ressources, exactement. Donc il y a aussi une autre ressource qui est donc les bounty points. C'est donc des points que l'on gagne quand on détruit son adversaire, ou même, heureusement, quand on meurt, parce que sinon on n'en aurait jamais des fois. Et ça permet d'acheter donc des mignonnes. C'est-à-dire des pets ou des, des alliés, c'est ça, qui sont contrôlés systématiquement par l'IA pour le coup, ces alliés-là. Qui ont une durée de vie d'une vie. C'est-à-dire ils restent là tant qu'on ne meurt pas. Quand on meurt, ils disparaissent. Et ils sont là pour équilibrer en fait le jeu simplement. Ouais, c'est-à-dire que tu as des personnages qui peuvent, tu me disais ça un peu avant, qui peuvent paraître à première vue, j'imagine un peu plus faibles, mais qui pour le coup auront justement un minion puissant, j'imagine, pour compenser tout ça, et qui du coup serait basé, enfin leur gameplay se baserait principalement sur le fait de pouvoir invoquer ce minion. Non, pas uniquement. Je pars aussi du principe qu'il y a des classes un peu. C'est-à-dire qu'il y a des classes de soutien, des classes attaquantes, des classes distance. Et donc du coup, pour essayer de calibrer les classes, une classe distance, ça serait bien d'avoir un minion qui puisse être corps à corps, par exemple, ou une classe de soutien aura un minion qui va défoncer, qui va attaquer, qui va être très agressif. C'est compenser en fait les faiblesses entre guillemets d'un personnage par son minion. Ok, donc on voit, tu dis que c'est pas un clone de Smash Bros, il y a quand même forcément des influences. Bien sûr, parce qu'il y a ce même principe tu peux faire de ring out, mais qui n'est pas exclusif à Smash Bros du tout. Mais comme on le voit, ça ressemble à ça parce que tu vois le perso tomber dans le fond. Il y a ce double saut qui te permet éventuellement de te rattraper. Le double saut, il y a des fois, chaque classe en fait est calibrée différemment. Il y a des classes qui ont 15 sauts, des classes qui ont un double saut, même certaines peuvent planer, pour justement permettre d'avoir un gameplay qui soit pas systématique, parce qu'avoir tout le temps le même personnage, je pense que ça serait particulièrement désagréable. Après, il y a ces deux écoles entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux il faut que les personnages aient tous des coups différents, évidemment, mais tu as aussi l'école qui consiste à dire il faut que tous les personnages soient soumis aux mêmes règles. C'est le cas. Ben oui, mais tu dis qu'il y en a qui ont des doubles sauts, il y en a qui l'ont pas. Pour certaines, par exemple pour les sauts, mais après, au niveau des contrôles, ça sera toujours des coups normaux sur X, des coups magiques sur Y, des esquives sur B, des sauts sur A, donc après le gameplay reste constant. Constant pour tout le monde. D'ailleurs, oui, tu parles des touches un petit peu, ça me fait penser que tu as aussi 2 espèces de mouvements spéciaux par personnage qui consomment du mana, entre guillemets. De l'énergie. La mana, c'est... Ça, c'est quoi? C'est les héritages des jeux de combat, ce genre de choses? Ou comment tu les conçois? Ou peut-être plus des espèces de... Parce que, comme tu m'en parles du jeu, ça rappelle aussi tout ce qui est jeu de stratégie, un peu, voire MOBA. C'est quand tu dis je vois des classes un peu... je suis un petit peu forcément inspiré aussi de jeux comme Awesome Notes. Qui pour moi restent des super références dans leur domaine, bien sûr, de MOBA. C'est bien des MOBA. J'ai pas de bêtises. Oui, donc il y a des coups dits spéciaux, mais en fait c'est une appellation en fait. Vraiment, ça peut être simplement appelé coup puissant 1, coup puissant 2. D'accord. Et il consomme effectivement beaucoup d'énergie pour permettre d'éviter simplement des spams. Comme d'ailleurs tous les coups qui peuvent être spammés, je leur ai mis une consommation d'énergie pour éviter que ce soit désagréable pour le joueur en face en fait. Et il y a ce quelque chose, parce que nous on a pu tester un petit peu une version donc pré-alpha, c'est complètement en développement actuellement. Il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr, je vais te le demander, si c'est le cas je trouve ça intéressant. Justement tu parles de spammer des touches. J'ai l'impression que parfois quand on spamme beaucoup un truc, il y a un message qui apparaît, c'est tel personnage est monomaniaque. Voilà, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça implique? C'est juste un message comme ça ou Pour l'instant, c'est juste un message en fait. C'est que je me suis dit qu'il nous faut des feedbacks pour savoir aussi si on a le temps de les lire, bien entendu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interfaces. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir comment jouent les autres d'une certaine manière. En fait. D'accord. Dans le cadre là, c'est une indication. Oui, pour savoir qui a tué qui. Oui. Bon, en plus des ralentis et tout ça, ça pouvait être intéressant en fait, de ne pas se sentir complètement. C'est pas, tu prévois pas de comment dire,
Des mécaniques liées, au fait de spammer, de punition pour de stun, de choses comme ça. Ouais. Ça pourrait être une possibilité. En fait, mon gameplay est émergent, donc pour l'instant, je suis pas fixé totalement à certaines choses. Quand tu dis gameplay émergent, qu'est-ce que tu entends? C'est-à-dire que chaque fois que je teste le jeu, je me rends compte des problèmes, parce que forcément la liste de problèmes elle est absolument immense, mais on essaie de les corriger et ça amène d'autres choses en fait à chaque fois. On les teste, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas, et comme ça on peut essayer d'avoir un produit le plus polish possible, quoi. Ouais. T'as des exemples comme ça de choses que tu n'avais pas prévues à la base et que tu as implémenté récemment, là, donc c'est même pas il y a une semaine, en fait, on a implanté les roulades, les téléportations, donc tout le système de dodge, parce qu'à la base, il n'y avait qu'un système de dodge, chaque classe avait un autre système de dodge, et je trouvais ça vraiment problématique, en fait. Du coup, on a implanté ça, ça rend le gameplay beaucoup plus nerveux. Ouais. Et donc là, c'est quelque chose d'universel, c'est-à-dire que chaque personnage a, si je me trompe pas, ça, un bouclier, c'est ça? Voilà, c'est ça, B et B, enfin voilà. B qui est la touche de la défense en gros. Donc il y a une esquive normale, il y a une esquive chargée, c'est-à-dire si on peut maintenir, et on est invulnérable, mais l'énergie descend. Qui là pour le coup est plutôt une garde en fait, si tu ne bouges pas et tu... J'appelle ça une invulnérabilité parce qu'on est vraiment intouchable en fait, du coup. Même pas être chopé, rien. D'accord, t'es complètement... Voilà, on a la roulade de base en fait, qui permet une esquive assez longue, et la téléportation qui permet de tracer dans le décor. D'accord. Et c'est toutes les directions? La téléportation? Oui, est-ce que ça marche comme un recovery comme dans Smash Bros par exemple? Comme on peut en avant, c'est qu'en avant en fait. D'une certaine distance qui est calculée, qui est un peu la distance de projection de personnage. Ce qui fait que par exemple, si je prends un personnage, je le projette, je fais une téléportation, j'arrive directement sous lui en fait. Et donc là, je peux enchaîner un coup, un launcher, ou voilà, essayer de faire un enchaînement. D'ailleurs, le système de combo, comment on conçoit ça? Parce que je suppose que c'est la porte ouverte à tous les infinis ou les trucs comme ça qui peuvent complètement te péter un jeu si on n'y fait pas gaffe. Le problème de Bounty Battle, parce que c'est un problème en fait, les gens s'en rendent pas compte, c'est que du moment où c'est un jeu en 1 contre 1, on peut vraiment baser des limites très facilement, et des arrêts dans le temps, des ralentissements. Et c'est plutôt agréable comme dans Garou par exemple. Par contre, du moment où on est 4, tout change. Ça devient plus compliqué. Voilà, donc du coup il faut prendre en considération que si je bloque trop l'adversaire en l'air ou dans un enchaînement, eh ben il va être trop puni, du coup il va rien faire, il y aura 3 personnes qui vont l'enchaîner, ça va pas être agréable du tout en fait. Donc c'est pour ça qu'au niveau des feedbacks aussi, pour l'instant on n'est pas trop bloqué. Et ça peut donner la sensation justement que ça manque des fois de punch ou de knockback ou de ressenti au niveau des dommages. C'est vrai que oui, on en parlait avant, c'est un peu moi ce que j'avais ressenti pour l'instant. Je rappelle effectivement, j'ai évidemment conscience que c'est une version complètement pré-alpha. Mais ouais, pour moi ce qui manquait peut-être un petit peu pour l'instant, c'est des impressions de feedback, c'est ça, quand tu donnes des coups, c'est extrêmement important évidemment dans les jeux en règle générale et dans les jeux. Oui, il y a les sons qui aident, il y a les impacts, mais effectivement il faut toujours aussi avoir cette sensation d'arrêt, de stun hit ou des choses comme ça. Et ça, j'imagine que ça doit pas être forcément évident à mettre en place, d'autant plus quand, comme tu nous le disais, tu n'es pas du tout programmeur, et donc il faut que tu discutes avec quelqu'un d'un domaine auquel tu ne touches pas énormément, pour qu'il arrive à traduire ce que tu veux. Il faut que je lui traduise par mon ressenti. C'est-à-dire je lui dise, j'ai l'impression que ça manque de quelque chose, et on essaie de travailler comme ça en parallèle. C'est pas évident du tout. Ça amène des tonnes de feedback justement. Et il faut les corriger au fur et à mesure, et ça s'arrête pas, et c'est continu. Et pour ce qui est retour, justement, feedback dans le sens retour sur le jeu, tu n'as pas, il me semble, diffusé de démos ou d'essais pour l'instant? Pour l'instant, non, parce que je suis pas encore complètement satisfait. J'attends aussi de voir comment que ça va se profiler parce que j'ai pas encore implanté tous les personnages, il y a tout un équilibrage, les minions ne sont pas calibrés, il y a plein de choses à faire dans tous les sens, donc du coup ça m'oblige moi à faire des tests en interne et à me limiter à ça, et tant que je serai pas satisfait, je vais pas balancer des démos comme Indivisible ou tous ces projets qui peuvent se permettre d'avoir quelque chose. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet d'ailleurs? 10 mois. 10 mois, d'accord. Voilà, à peu près. Alors justement, tu parlais de personnages, il y a un des trucs originaux du jeu, c'est tu trouves dedans des personnages un petit peu connus des services. En tout cas, alors, les cite pas parce qu'il y en a certains qu'on ne peut pas citer pour l'instant. Ah d'accord. Mais oui. Mais dans le principe, il y a des personnages que les joueurs ont probablement vus autre part. Est-ce qu'il y en a que tu peux citer par exemple? Oui. L'héroïne de Être.
Le jeu 8, ouais, voilà. Qui a été diffusé à l'E3, oui, voilà, chez Devolver. Ouais. Il y en a un qui a récemment été kickstarté aussi, que je peux dont j'ai déjà diffusé, qui s'appelle Dokoroko, qui est un très très bon jeu, qui me rappelle beaucoup Rogue Legacy et d'autres projets en pixel art très très jolis. Ça, c'était quelque chose que tu avais prévu dès le départ, le principe d'avoir des guests d'autres jeux Si, des guests, parce que moi, comme dit, j'ai travaillé sur d'autres projets personnels qui n'ont pas eu de succès, et c'est ce qui arrive souvent chez les indés, et qui sont en stand-by, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrêtés, j'ai pas mis la clé sous la porte, mais ils sont en attente, en attendant justement de trouver des fonds, un éditeur ou autre, voilà aussi. Et pour les guests, je sais plus où j'en étais. Non, je te demandais si c'était quelque chose de prévu dès le départ pour le jeu. Est-ce que quand tu as pensé Bounty Battle, tu t'es dit Au tout départ, non, pas du tout. Je voulais faire un univers totalement original. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que tu as quand même pas mal de persos originaux. Que j'ai créés. Il y en a en tout. Il y en a originaux ? Ouais. Il y en a 15. 15 persos originaux. Il y en avait 20, mais j'en ai viré. D'accord. Donc c'est quand même, je veux dire, 15 persos, c'est presque un roster complet pour beaucoup de jeux de ce genre-là. Et je veux être très généreux. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais donc oui, tu t'es dit, assez rapidement quand même, ce serait bien qu'on voit des têtes connues dans ce jeu-là. Je me suis dit que ça pouvait déjà, faut pas se leurrer, ça peut aider médiatiquement parlant. En plus, ça rajoute au niveau du gameplay, parce que justement, ils ont des univers totalement uniques. Et moi, après, à moi de retranscrire cet univers dans Bounty Battle, et c'est pas évident du tout, mais j'adore faire ça. Ensuite, il y a tout un... Enfin, c'est au niveau impact communautaire, en fait, c'est très intéressant, parce que je peux dialoguer avec d'autres... des communautés déjà formées autour de certains jeux, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est directement avec les créateurs de ces jeux-là. Et ça, c'est très intéressant, justement, d'avoir leur retour et de continuer à travailler leurs héros dans mon projet. Est-ce que tu... Excuse-moi, juste après tu pourras... Tu as une idée à peu près de combien de guests tu aurais au final, et est-ce que tu peux le dire? Oui, j'essaie d'en avoir 10. 10, d'accord. Donc, pour un total de 25 personnages en tout, c'est ça? 30. 30 Parce qu'il y en a 5, on ne sait pas où ils sont passés. Parce que tu disais 15 plus 10. 15 non, 15 totalement uniques au jeu. 5 dont on n'a pas parlé, qui viennent de mes anciens projets en fait. D'accord, très bien. Okay. Voilà. Donc là, on avait 20 plus 10 plus totalement, 10, des guests totalement. D'accord. Et alors justement, concernant ces guests, comment ça se passe quand tu travailles justement avec les détenteurs de ces personnages est-ce que ils te fournissent tiens, j'ai fait un dessin, vas-y anime-le, ou est-ce que c'est toi qui dessine le ou les personnages et tu leur montres est-ce que ça te va cette palette de coups, comment ça se passe? Alors, le départ, c'est des mails, c'est ce que j'appelle des bouteilles à la mer. C'est-à-dire que, t'envoies ton mail, on te répond pas, on te répond gentiment, des fois poliment pour te dire non. On te répond en te disant « Ouais, c'est une bonne idée, il faut que je vois avec les autres de l'équipe. » Et donc là, on peut attendre des fois des plombes. Et quand on te dit « oui », c'est super, t'es super content. Et en fonction des équipes, c'est totalement différent à chaque fois. C'est-à-dire que, je peux pas citer de nom, mais j'en ai qui sont très sympas, qui m'ont donné carrément leur dossier source. C'est-à-dire, j'ai leur dossier source, mais par contre, ils me servent que de support. C'est-à-dire que moi, je dois tout refaire. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je dois tout refaire. Il y en a d'autres, à partir duquel j'ai juste travaillé sur un artwork. Donc après, moi, je l'ai redessiné, et après, je l'ai mis en animation. Par exemple, pour Dokoroko, vu que son projet est totalement vient à peine de démarrer, il n'a rien à me fournir. Donc, voilà, je me démerde. Et il y en a d'autres, pour être, par exemple, c'est difficile, parce que c'est des gens pixel art. Donc du coup, le travail est totalement différent, et donc du coup, j'ai testé, ils m'ont filé leur build, en fait, du PAX. Oui, d'accord. Et à partir de ça, j'ai filmé, décortiqué, image par image, et j'ai retranscrit les animations comme ça. Voilà. D'accord. Et après, je suppose qu'il y a une espèce de ping-pong qui se fait entre toi qui propose, le développeur qui dit oui, ça me va, ça me va pas. Des fois, ils ne veulent même pas savoir, ça les intéresse pas plus que ça. Et des fois, ils vont être très impactants, ils vont me dire ouais, non, il faut ça, ça, ça et ça. Comme ça. Mais c'est la plupart du temps, en fait, je fais quand même un peu ce que je veux. Ouais. Ils sont pas, parce qu'ils sont quand même super sympas, tous déjà de m'avoir dit oui. Et donc, du coup, je les respecte à fond et j'essaye de faire le truc le mieux possible, quoi.
Tu me disais, encore une fois, on va citer personne, puisqu'en fait, tu veux te garder un petit peu ces personnages sous le coude, parce que c'est comme ça que tu comptes, comme tu disais, c'est un bon outil de communication. C'est le seul que j'ai, Ouais, en fait, voilà. on va être honnête. Donc encore une fois, on va rien citer, mais tu me disais qu'en fait, dans ceux que tu avais pu contacter jusqu'ici, il n'y a qu'un seul développeur qui t'avait fait signer quelque chose. C'est-à-dire que le reste, c'est un petit peu à la cool. Ah ben non, vas-y, prends mon personnage. Voilà, c'est ça. Le premier qui m'a dit oui, Ouais. qui est pour moi, qui est très impactant, il m'a fait signer une clause et il m'a fait signer des trucs comme quoi aussi il peut se dégager du truc quand il veut aussi. Voilà, c'est aussi pour ça, c'est pour se soulager si jamais il y a un problème, si mon travail leur plaît pas. Ouais. Et du coup, ben voilà. Mais sinon, du coup, c'est surprenant. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, en même temps, c'est le milieu de l'indé. J'espère que c'est. Il y a des indés de différents niveaux. Il y a de différents niveaux. Oui, c'est ça. Indé avec tout ce que ça implique dans le jeu vidéo maintenant. C'est presque rassurant de voir qu'il y a un peu ce côté. Ah bah oui, vas-y. Enfin, tu vois, un peu plus pratique. Oui, bah alors on va vous envoyer nos avocats qui vont établir un dossier en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise après, parce que. Non, ça devrait pas. En tout cas. Ça devrait pas. Ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai pas fait de la merde, donc ça devrait aller. Ok. C'est pas. Non, mais qualitativement, visuellement j'espère parlant, bien en tout que tu cas, penses que t'as pas fait de. C'est plutôt rassurant. Ce serait très drôle. Tu vises une sortie même très large. Ah oui, on en a parlé encore hier avec le développeur. On peut pas viser avant mi-2017. Avant mi-2017. Sachant qu'on n'est que deux. Ouais. Que si mon programmeur n'est pas là aujourd'hui, donc Grégoire Laporte, parce que je le cite, qui est trop timide et qui doit vivre, qui doit payer ses... Bref, il doit travailler pour vivre, comme on dit. Il travaille que très peu en fin de compte. Il travaille pas du tout à plein temps. Moi, je suis à plein temps sur le projet, mais lui, il travaille comme il peut en fait. Oui. Et du coup, ça ralentit beaucoup. Ça ralentit beaucoup. Ça étire. Ouais. Alors que si je travaillais qu'avec une personne aussi motivée que moi, qui avait autant de temps que moi, le jeu serait peut-être fini l'année prochaine. Oui. Mais alors, ce serait peut-être compliqué dans le sens où pour l'instant ton jeu n'a pas de financement. Et voilà, ça c'est donc, le même problème. Ouais. Et donc là on en arrive justement au fait, comme tu disais, que tu as eu pas mal de projets avant. Ouais. Je vais citer Dead of the Dead parce que j'en avais récupéré un trailer, mais il y en avait d'autres. Est-ce que tu peux en citer un petit peu Ben ça a commencé avec Olaf, dont on reparlera. On va reparler après. Ensuite, il y a eu des maquettes dont ça ne sert à rien parce que je n'ai pas fait de trailer ni de teaser là-dessus. Il y a eu Dead of the Dead et il y a eu un plus important, Bloodstar, qui a été greenlighté et que j'aimerais bien finir un jour. D'accord. Voilà. Et donc oui, ce qu'il y a, c'est que ces projets-là, en fait, sont des projets justement. C'est des maquettes. Ce sont des maquettes. Grosses maquettes, voilà, des maquettes. Donc ils n'ont pas été finalisés. Et c'est pas un peu frustrant comme ça de tu vois, de se lancer dans des trucs. Bah ouais, non, bah si, c'est très frustrant de travailler dans le vide, mais on s'y fait en fait. Enfin, moi, je m'y suis fait. Je me dis que c'est ce que je veux faire dans la vie. Que il va falloir que j'ai heureusement le support de ma famille. Et sinon, je serais dans la merde, honnêtement. D'accord. Voilà. Et donc, il y en a qui sont passés par la case financement participatif. Hélas, oui. Hélas, dans le sens où ça n'a pas marché. Dans les deux, en fait. Dans les deux. C'est-à-dire que on va reparler. Olaf, ça a marché, mais ça n'a pas suffi du tout. Et on a remis beaucoup de choses en question avec le programmeur, dont même l'idée de le rebooter complètement. D'accord. Tu peux dire combien tu avais récolté J'avais récolté 3 000 €. D'accord. On va être honnête, ce qui est une somme, mais c'est pas. On a vu plus gros sur le financement participatif. Non, mais c'était avec le programmeur. L'argent est à l'éco-programmeur en fait, mais ça n'a pas suffi pour le développement. Et à l'époque, pour en revenir, il n'y avait pas Unity comme aujourd'hui, et le jeu a été fait sous Flash. Et donc tout à refaire aujourd'hui de toute façon. Ça date de 2013 si je ne me trompe pas, cette campagne de financement participatif. C'est bien plus tôt, je pense. Plus tôt que ça ? Ah ouais. Il me semble avoir vu 2013 sur Ulule, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était sur Ulule. Je crois. Et donc oui, on peut se poser la question. Tu vois, tu as fait une campagne de financement participatif qui a marché. Le jeu n'est toujours pas sorti, mais tu développes d'autres projets à côté. Tu comprendrais que des gens puissent te demander un peu pourquoi tu finis pas le premier. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de te faire. La réponse elle est aussi simple que ce que j'ai expliqué avant, c'est que avec le programmeur s'est lancé lui-même sur son propre projet en fait.
qui d'ailleurs est en Steam Early Access, et donc j'ai participé. Donc c'est un pied de nez encore une fois, et que d'ailleurs je vous invite à découvrir, qui s'appelle Dungeon Kingdom, qui est un dungeon crawler, comme dans la film des Legend of Grimrock. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est cool. Et du coup, il m'a mis en stand-by. Et trop longtemps. Du coup, voilà, ça c'est pas. Et donc c'est-à-dire que c'est pas l'envie qui manque en fait. Non, mais même l'idée Olaf, l'univers me plaît toujours. C'est un projet que j'avais créé à la base pour plaire au maximum de personnes possible, dans un univers un petit nain qui défonce des monstres, très coloré. En tout cas, on voit quelques images d'Olaf. On en a vu de Bounty Battle avant. C'était le cas dans Dead of the. Enfin, dans tous tes jeux, en fait, t'as une patte graphique assez marquée. On voit que c'est quelque chose, disons que tu viens pas de nulle part non plus. On sent que c'est quelque chose auquel tu fais super attention. C'est plutôt marqué à chaque fois. Donc voilà, là t'es dans la situation. Pour toi, comment tu résumerais ta situation? En gros, j'ai l'impression que tu cherches à arriver à faire avancer assez un projet pour avoir fait tes preuves une fois et pouvoir peut-être débloquer un peu plus facilement le reste. Le but, c'est de faire ses preuves et on a un accord, en tout cas oral, avec le programmeur, qui est, pour Bounty Battle, en tout cas, de le finir quoi qu'il arrive. D'accord. Financement, pas financement, éditeur, pas éditeur, voilà. Et c'est dans le but d'avoir quelque chose dans un store, tout simplement. Pour se donner. Parce qu'il faut, tu penses aujourd'hui, impérativement avoir sorti quelque chose de toute façon. Sinon, n'existe pas. Sinon, on n'existe pas. Voilà, j'ai beau faire des beaux dessins, c'est pas suffisant en fait. Les gens s'arrêtent à le fait que tu aies un truc dans un store, sur Steam ou autre, et qu'il y ait des ventes bien sûr derrière. Ce qui est sûrement assez frustrant dans ton cas, mais ce qui est compréhensible aussi. En tant que consommateur, enfin, je veux dire, on a tendance à vouloir voir des preuves, tu vois, concrètes. Bon, écoute, j'espère pour toi que ça va le faire. Comme tu dis là, tu vas finir. Est-ce que c'est un engagement engagement no life? Est-ce que devant les Français, devant toute la France, tu peux. Ils sont au moins 940. On a vu 949. Tu t'engages à finir Bounty Battle parce que même, je suppose que pour toi c'est nécessaire. Rien que le fait d'avoir signé avec des gens, des guests. C'est vrai. Personnellement, ça m'implique tellement que je suis obligé. Je peux pas me permettre de me désister ou déjà c'est pas mon genre. Sinon j'aurais arrêté de faire quelque chose après Olaf. Voilà. Et puis, comme dit, il y en a eu quand même quelques-uns après. Donc, non, oui, bien sûr. Je m'engage à finir ce jeu. Très bien. Devant vous, devant la communauté. C'est ça. Ok, très bien. C'est quoi pour toi et on va bientôt devoir se quitter malheureusement. Là, le plus gros enjeu pour toi dans Bounty Battle, sur quoi tu travailles actuellement précisément pour le jeu? Ah, pour le jeu? Dans quel sens? Parce que moi, en fait, la chose auquel je travaille le plus en ce moment, c'est trouver un éditeur. C'est trouver un éditeur, d'accord. Ça peut paraître bizarre, mais les éditeurs répondent... Enfin, c'est un peu pareil que ce qu'on vient de discuter juste avant. Si on n'a rien dans un store, l'éditeur, on n'existe pas non plus pour lui, en fait. Oui, c'est ce genre de situation un peu un peu paradoxale, comme parfois on dit quand tu veux faire un stage de fin d'études, oui, mais t'as pas d'expérience professionnelle. Bah non, c'est un stage de fin d'études. Oui, mais t'as pas d'expérience professionnelle. Après, t'as quand même t'en as pas beaucoup, mais t'as quand même des éditeurs qui font la démarche d'aller voir des gens qui sont en train de concevoir leur tout premier jeu. Je pense par exemple à Focus, parce que on les connaît bien, qui sont dans ce genre d'initiative, qui vont voir. Je vais les contacter justement là. Le fait d'avoir des guests aussi, ça peut attirer l'attention, je pense. Et l'inverse. Ah ouais? Ah oui, parce j'ai déjà contacté des éditeurs qui m'ont dit qu'ils savaient pas comment faire un marketing là-dessus, parce qu'ils veulent pas faire de la pub pour d'autres projets en fait. Mais comme PlayStation Battle Royale. ce très mauvais jeu vidéo. Battle Royale. J'ai jamais entendu parler. Tu te souviens pas un genre de Smash Bros par Sony, donc avec leur mascotte à eux, c'est-à-dire c'est déjà vieux. C'était Sackboy contre Kratos. Franchement, c'est un petit peu compliqué. Arrêtez. Moi je dis pas de mal de Smash Bros, donc c'est vrai. On va s'arrêter là du coup. D'accord, très bien. Écoute, merci. Vas-y. Je cherche encore des guests. D'accord. Ah, donc c'est un appel. Oui, c'est un appel entre autres. Est-ce que tu échangerais aussi, on a un petit jeu en fait. Oui, c'est vrai. On va voir, ça va se dealer en coulisses. Est-ce que, écoute, là, je te prends complètement par surprise, donc ce serait normal que tu dises non. Enfin, ce serait
compréhensible. Est-ce que tu veux bien échanger ce petit, tu vois, ce petit moment de visibilité de quand tu as fait ton appel pour des guests en révélant un inédit ici? Oh, mon Dieu. Il y en a un qui va être de toute façon bientôt. Oh, je sais pas lequel en fait. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais. Ouais, je vais en faire deux. Vas-y, vas-y. Déjà, il y a un héros qui s'appelle The Bug Butcher. Je sais pas si vous avez joué au jeu. The Bug Butcher, non, ça me dit rien. Je vous conseille réellement, c'est un espèce de... Qui s'appelle The Bug Butcher aussi? The Bug Butcher. Le héros s'appelle Harry. Ah, pardon, ok, j'avais mal compris. Non, mais si je l'avais pas dit. Okay. et le jeu, c'est une vraie petite merveille. C'est en fait des gens qui ont travaillé chez Blizzard. Ok. Qui font ce jeu. Et donc, un autre guest qui va peut-être parler plus aux francophones, parce que c'est des Lillois qui font un jeu qui s'appelle Pankapoo. D'accord. Et donc, qui est en développement actuellement? Qui est en développement et en financement aussi en ce moment sur Kickstarter. D'accord. Ils ont déjà soulevé 33 000, je crois. Donc ils ont rempli leur objectif? Non, il est 40 000. Et il reste que très peu de temps. Ce qui serait très drôle, c'est qu'ils soient en guest dans ton jeu, mais qu'ils ne soient pas financés du coup. Ça, je suis dans le... Enfin, ça serait pas drôle. Ce serait pas drôle, mais ce serait une situation étonnante. Non, mais le héros, le design du héros et le jeu, c'est vraiment sympa. Ça va voir aussi, ça à découvrir. Ça créerait une petite histoire. Tu sais, le jeu qui est pas sorti, bah, il y a quelque chose. Ça nous fera un super marronnier, mais un super angle. Bah écoute, merci pour ces exclusivités. Merci. Ah là, je sens un peu cette flamme du journalisme, un petit peu qui a eu son scoop. Je le transmets. Bien sûr, mais c'est animé par cette flamme que je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission, tout en tassant mes feuilles. Te remercier toi encore une fois, François, d'être venu. Merci beaucoup. Et vous remercier évidemment, comme d'habitude, vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un prochain hebdo JV, samedi à 18h30, dans lequel on parlera d'e-sport. Salut.